Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette première webconférence de l'UPV 2021 sur le thème le décryptage de la loi de finances 2021. Donc, c'est une loi qui va concrétiser la mise en œuvre du plan de relance dans un contexte de crise sanitaire. Elle est composée de 3 programmes budgétaires qui correspondent aux grandes priorités nationales, l'écologie, la cohésion et la compétitivité. L'objectif étant le retour à la croissance économique et l'atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise. Elle est caractérisée, cette loi, par une baisse des impôts dits de production, une évolution de la fiscalité des entreprises, des dépenses d'urgence pour les secteurs les plus touchés par la crise, des mesures en faveur de l'emploi. Sur les 100 milliards d'euros de plan de relance, plus de 86 seront financés par l'État. C'est une loi qui concrétisera en outre une baisse de 10 milliards des impôts de production à compter de 21, soit 20 milliards en cumulé sur 2 ans. Alors, pour décrypter ce plan et cette loi à destination des entreprises, l'UPV a fait appel à 2 expertes et nous avons le plaisir d'accueillir 2 associés du cabinet ESAC, maître Claire Rouillet, avocate en droit social que vous connaissez déjà, et maître Nathalie Dacosta, avocate fiscaliste, qui a remplacé maître Marie Serra, retenue par une urgence. Donc, pour conclure, un petit rappel des modalités en termes d'organisation. Vous pouvez poser vos questions en ligne via le chat et Nathalie Chauvin, responsable des affaires juridiques, fera la modération de ce webinaire et transmettra les questions aux intervenantes. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne conférence et une bonne journée. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour cette petite actualité matinale en matière fiscale et sociale. Donc, on va aborder dans un premier temps l'actualité fiscale, effectivement, de la loi de finances, qu'on ponctuera avec quelques points d'actualité et de rappel un peu de ce qui s'est passé sur l'année 2020. Donc, au niveau des mesures qui ont été prises, on va passer effectivement sur les mesures concernant l'imposition directe des entreprises. Donc, on va pouvoir avancer au niveau des slides pour effectivement entrer dans le vif du sujet. Donc, on démarre au niveau de la loi de finances sur un dispositif qui a été mis en place, que vous avez dû tous entendre, concernant la neutralité fiscale et sociale des aides financières exceptionnelles versées. L'idée était effectivement qu'on confirme que toutes les aides qui avaient été versées ne donnent pas lieu à une imposition complémentaire qui aurait annulé l'effet souhaité des aides accordées. Donc, au niveau de la neutralité, elle va passer par une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en fonction de la catégorie de la société, l'exonération des cotisations et des contributions sociales. Donc, le champ d'application de cette exonération et de la neutralité concerne toutes les formes juridiques des sociétés et quelle que soit l'activité exercée. Donc, au niveau du champ d'application également, donc, on l'a noté, il s'agit des aides versées dans le cadre du Fonds de solidarité et également les aides qui sont visées donc, dans le cadre des caisses complémentaires des indépendants. Donc, on exclut au niveau des exonérations les aides qui auraient été versées par d'autres entités publiques ou privées et pour lesquelles aucune disposition spéciale ne prévoit d'exonération. Donc, on a quand même un champ qui est quand même très ciblé au niveau des aides concernées. Et donc, l'exonération, son entrée en vigueur à partir de l'exercice des exercices clos à compter du 21 mai 2020. Les aides ne sont pas prises en compte, donc petite note pour l'appréciation des limites des régimes des micro et simplifiés pour le régime d'exonération des plus-values de cession d'actifs. Donc, au niveau de ces aides, il y a une interrogation aujourd'hui, notamment, vous l'avez vu, c'est par rapport au seuil des minimis, puisqu'il est prévu que cette exonération-là entre dans le calcul des seuils de minimis, donc c'est le montant maximum des aides dont peuvent bénéficier les entreprises par rapport aux règles communautaires européennes. Donc, au niveau, donc pour étayer ceci, on a prévu un petit point de rappel, effectivement, de l'évolution du Fonds de solidarité, et notamment suite aux annonces de Bruno Le Maire le 14 janvier, puisqu'on a eu des précisions concernant notamment le Fonds de solidarité de décembre, pour lesquels vous allez pouvoir demander pour les entreprises concernées, effectivement, le Fonds de solidarité jusqu'à fin février, 28 février de cette année. Donc, les ventes à distance et emportées sont exclues du chiffre d'affaires de référence. On rappelle donc que le chiffre d'affaires de référence pour le calcul est déterminé si effectivement on bénéficie du fonds, c'est le chiffre d'affaires de la même période de l'année précédente ou le SEAM moyen mensuel de 2019. On constate aussi qu'il va y avoir une augmentation de l'aide pour les entreprises du secteur S1 bis, sans condition de taille.
Donc, on est sur les activités, effectivement, annexes à l'hôtellerie de restauration, qui, elles, relèvent du secteur S1. Donc, c'est un peu compliqué, mais on se rappelle des décrets de l'année dernière qui avaient effectivement fixé un peu les secteurs très touchés, les secteurs liés aux secteurs très touchés, et avec des seuils d'aide qui étaient un peu différents. Donc là, ce qui est prévu, c'est qu'effectivement, on rentre dans un droit d'indemnisation couvrant 20% du CA dans la limite de 200 000 € par mois. Donc, c'est le fameux plafond minimis qu'on retrouve, sachant qu'attention, c'est un seuil qui est apprécié au niveau du groupe. Donc, effectivement, aujourd'hui, se pose la question, et on l'a vu, notamment pour le secteur de la restauration, de l'hôtellerie. Au niveau des groupes, le 200 000 € en fonction des situations peut très vite être atteint. Donc, ce qui va se passer, c'est que certaines entreprises ont un peu fait une analyse sur quelle société solliciter le fonds de solidarité, sachant qu'après, une fois qu'on a atteint ce seuil au niveau du groupe, on ne pourra plus le solliciter pour les autres. Donc voilà, donc il y a une analyse qui doit être faite à ce niveau-là aussi. On a une annonce concernant la mise en place d'une aide complémentaire pour le secteur S1 et S1 bis, donc c'est vraiment les secteurs les plus touchés, puisqu'il est prévu de mettre en place une prise en charge de 70% des coûts fixes. Il y a un plafond qui est prévu, 3 millions sur la période de janvier à juin 2021. Ça vient se rajouter à l'aide du Fonds de solidarité. Les conditions, avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public et avoir un CA mensuel supérieur à 1 million d'euros. Ça, c'est en discussion, puisqu'il semblerait, d'après quand ça a été évoqué le 14 janvier, qu'il y a une réflexion qui est menée pour les entreprises qui seraient en dessous de ce seuil. Donc, à suivre, effectivement, puisque ça doit faire l'objet, de toute façon, de mise à jour des décrets et de précisions complémentaires. On a noté également une aide particulière pour les viticulteurs qui seraient touchés par les sanctions américaines sur les vins tranquilles et les cognacs. Donc, s'il y a une perte de 50% du chiffre d'affaires, l'indemnisation serait de 15% du chiffre d'affaires 2019, toujours dans la limite des 200 000 € minimis. Si c'est une perte de 70% du chiffre d'affaires, l'indemnisation est de 20% du chiffre d'affaires 2019, dans la limite de 200 000 € également. Donc ça, c'était pour la partie neutralité sociale et fiscale des aides financières. Autre point qui est censé aujourd'hui permettre aux entreprises d'envisager une amélioration de leurs capitaux propres notamment, la proposition, enfin sur option, effectivement, la possibilité de faire une réévaluation libre des bilans. Donc ça, au niveau comptable, c'est déjà à demi. L'idée, c'est qu'on a un dispositif optionnel pour permettre de neutraliser effectivement la fiscalité qui serait attachée effectivement à cette réévaluation. Donc on rappelle que l'écart de réévaluation, c'est la différence entre la valeur actuelle de l'immobilisation réévaluée et sa valeur nette comptable, sans prendre en compte les amortissements dérogatoires, enregistrés sous forme de provision déductible. Donc, on a noté, parce que l'idée du webinaire de ce matin n'est pas de rentrer dans le détail du calcul ou des méthodes de réévaluation libre. Par contre, on renvoie effectivement, notamment pour l'établissement des comptes 2020, on renvoie aux commentaires de l'ANC qui a mis à jour effectivement, suite à cette annonce, les modalités un peu de réévaluation pour justement l'établissement des comptes 2020. Donc, on renvoie directement et on ne rentrera pas dans le détail sur ce point-là. Donc, sinon, ce qui est prévu par le dispositif fiscal, donc c'est un sursis d'imposition pour les éléments non amortissables. Et donc, du coup, l'écart de réévaluation pour les non amortissables n'est pas inclus dans le résultat de l'exercice où la réévaluation est opérée, à la condition donc, que l'entreprise s'engage à calculer la plus ou moins value de cession ultérieure de l'actif à partir de sa valeur non réévaluée. Donc, il y aura un état de suivi qu'il faudra faire sur la partie des éléments non amortissables. Au niveau des immobilisations amortissables, donc c'est un régime d'étalement, puisqu'il est prévu de réintégrer extra-comptablement une fraction égale dans les résultats de l'entreprise sur une durée de 15 ans pour les constructions, sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations. Donc ça, effectivement, ce sera la mécanique du régime d'étalement qui est mis en place. Se pose la question, notamment aujourd'hui, il y a une attente de commentaires d'administration fiscale par rapport à ces réévaluations libres. C'est effectivement la question de la reprise des amortissements dérogatoires qui pourrait être imposée du fait de cette réévaluation d'ensemble. Donc aujourd'hui, on attend les confirmations de l'administration fiscale sur le traitement qui sera appliqué. On a aussi des questions aujourd'hui sur le mécanisme de cette réévaluation libre en matière d'intégration fiscale, de savoir comment cela sera traité pour les sociétés qui auraient fait une réévaluation avant l'entrée dans l'intégration fiscale d'un groupe ou pendant la période d'intégration et du coup les conséquences au niveau de la sortie.
Donc pareil, tout ça, ça va faire l'objet de commentaires qu'on attend pour pouvoir préciser effectivement les mécanismes à ce niveau-là sur la réévaluation libre. Se pose aussi la question de l'opportunité de le faire si on dispose de déficits imputables. Donc il y a effectivement toute une analyse qui doit être faite par rapport à l'opportunité de l'option pour ce régime. Donc, le troisième point des mesures concernant les entreprises, donc là, c'est un petit signalement pour les entreprises sujettes à procédure de conciliation actuellement. Donc, l'idée, c'est effectivement de permettre à ces sociétés-là de rentrer dans le régime de la conciliation de la procédure, donc la déduction des abandons de créances à caractère commercial consentis, et de bénéficier du remboursement anticipé des créances en report en arrière des déficits. Et ça concerne donc effectivement les abandons de créances consentis, les créances en report en arrière, les déficits constatés à compter du 1er janvier 2021. Donc ça, c'était pour les procédures de conciliation en cours. Donc vous l'avez tous entendu également, donc l'année dernière, Covid, mise en place effectivement d'un mécanisme qui évitait l'imposition du coup au niveau des abandons de loyers consentis par les bailleurs. Donc, afin d'encourager davantage en fin d'année les bailleurs à aider les locataires, donc, il a été mis en place donc, un nouveau mécanisme qui est propre aux abandons de loyer échus du mois de novembre 2020, quelle que soit la qualité de bailleur, personne physique, personne morale. Les locaux concernés, donc c'est les locaux qui font l'objet d'une interdiction au public au cours de la période de confinement, et les locaux dans lesquels est exercée une activité principale dans un secteur mentionné. Donc, le secteur 1, effectivement, donc on vise toujours l'hôtel-restauration. Au niveau, donc les locaux concernés, on en a parlé. Au niveau des locataires concernés, slide suivante, donc on va avoir, donc ça vise les locataires ayant un effectif de moins de 5000 salariés. Petit rappel, donc c'est salariés au niveau du groupe. Et aujourd'hui, il semble, pour notamment les grandes entreprises qui ont des établissements à l'étranger, qu'on intègre effectivement les salariés de l'étranger aussi. Donc, au niveau du groupe, ce n'est pas que les salariés des entités exploitant en France. Donc, les conditions, c'est avoir un effectif de moins de 5000 salariés, ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. S'il y a des liens de dépendance entre l'entreprise locataire et le bailleur, il faudra documenter et étayer effectivement votre dossier au niveau de l'abandon qui serait consenti, effectivement, puisque le bailleur doit justifier dans ce cas-là de difficultés de trésorerie du locataire. Donc, il faudra documenter effectivement, démontrant que le locataire a des difficultés et qu'en tant que bailleur, indépendamment des liens, il y a un intérêt effectivement à consentir cet abandon. Le montant du crédit d'impôt est égal à 50% du montant des loyers abandonnés, plafonné à 800 000 € par les lois. Et au niveau de l'utilisation du crédit d'impôt, imputation au titre de l'année civile, où l'abandon est consenti, et imputation au niveau de l'IS de l'exercice. Par rapport à ça, alors, la contrainte qu'il va y avoir au niveau de cet abandon, ce qui va être difficile, je pense, à gérer, c'est la relation bailleur-locataire, puisque du coup, le bailleur, pour savoir s'il bénéficiera effectivement du crédit d'impôt, doit vérifier auprès de son locataire que le locataire répond aux conditions qu'on a vues, effectivement de salariés, et effectivement que l'ensemble des autres conditions sont réunies. Donc, il va falloir qu'il y ait un échange entre les deux parties. On a vu effectivement des bailleurs qui étaient un peu enclins à consentir l'abandon, de crainte effectivement que ça ne réponde pas. Donc les locataires, pour pouvoir effectivement justifier que c'était éligible, avaient tout intérêt à écrire au bailleur en disant « je vous rassure, je rentre dans les critères effectivement de l'abandon, donc merci de bien vouloir me soutenir économiquement ». Donc voilà, il y a cet échange qu'il va falloir y avoir effectivement pour rassurer le bailleur sur le fait que je suis le locataire et bénéficiant effectivement, permettant de bénéficier du régime. Donc, juste, on a rappelé du coup le maintien, la prorogation des mesures dérogatoires dont j'ai évoqué tout à l'heure, qui était la non-imposition effectivement des abandons qui avaient été faits pendant la première période et donc qui va courir jusqu'au 30 juin 2021. Donc, petit rappel au niveau, autre point au niveau de la loi de finances, donc qui rappelle la confirmation de la baisse du taux d'IS. Donc, on a toujours le taux réduit 15% avec les conditions habituelles qui sont reprises dans la STAI jusqu'à 38 120 €.
Donc après, le tableau suivant va vous reprendre effectivement en fonction des chiffres d'affaires les baisses de taux au niveau de l'année d'ouverture d'exercice. Donc là, cette année, on va effectivement passer au niveau des seuils à 26,5 en attendant 2022. Petit rappel. Autre point donc à rappeler, donc rétablissement du régime d'étalement des plus-values réalisé lors d'une opération de crédit de leaseback, pardon, donc la cession bail. Je ne vais pas rentrer dans le détail en tant que tel du dispositif, qui est celui en fait qui avait déjà été appliqué en 2008 au niveau des opérations. Il s'agit donc de la cession d'un bien immobilier à une société de crédit bail. La plus-value, normalement, est imposable chez le cédant. L'organisme de crédit bailleur ensuite reloue le bien immobilier au cédant avec une clause de rachat. Les loyers sont déductibles et l'immeuble est ensuite racheté au terme du contrat. Donc ça, la mise en place de ce dispositif de leaseback a pour objet de permettre aux sociétés éventuellement d'améliorer un peu leur situation de trésorerie au cours de l'année et du coup de minimiser l'impact fiscal, au même titre que cela avait été fait. Et sachant que c'est pour les opérations, donc dans la slide suivante, on vous rappelle effectivement les délais de réalisation effectivement et les immeubles concernés, puisque c'est pour les opérations entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023. Et sachant que l'accord de financement au niveau de ce crédit bail, on aura jusqu'au 31 décembre 2022 effectivement pour négocier et valider ce mécanisme-là. Donc, pour la suite, au niveau des autres nouveautés, alors effectivement, en introduction, on l'a évoqué, il y a un pendant transition énergétique, on va dire, avec l'instauration de crédit d'impôt énergétique pour les locaux des PME, égal à 30% du prix de revient des dépenses avec un plafond global maximal de 25 000 € par entreprise sur la durée du dispositif. Donc ça, effectivement, c'est les mesures un peu d'accompagnement aux entreprises qui font pendant aux mesures pour les particuliers pour favoriser la transition énergétique. Donc, je vous ai mis dans la slide suivante les dépenses éligibles, effectivement, qui sont prévues, qu'on ne détaillera pas, mais c'est effectivement toujours la même chose. Hein, c'est les isolations thermiques, la mise en place de pompes à chaleur, les systèmes de ventilation mécanique, le raccordement à un réseau de chaleur froid. Voilà, donc, ce sont un peu les mêmes travaux visés que pour les rénovations des particuliers. Donc, on a des aménagements au niveau du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation, avec une harmonisation au niveau d'ICIR des dépenses de recherche sous-traitées, la suppression du doublement des dépenses prises en compte de sous-traitance. Donc, voilà, donc ça, c'est un peu technique. On a le crédit d'impôt innovation aussi. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus. L'idée, effectivement, c'est qu'ils ont un peu revu ces dispositifs qui sont actuellement en cours. Mise en place aussi la cession de locaux professionnels destinés à être transformés. Donc ça, ce dispositif, juste pour le noter, c'est qu'il a été prolongé de 2 ans par la loi de finances 2019. À noter aussi la neutralité fiscale pour les transmissions de titres à des fondations d'actionnaires. Donc ça, c'est un peu un régime particulier propre aux fondations reconnues d'utilité publique. Donc, on ne va pas s'attarder. Je l'avais noté pour le signaler pour les personnes qui pourraient être concernées. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les points qu'on voulait aborder. Imposition directe. Au niveau de la TVA, donc, l'idée, c'est de favoriser. Donc, là, je suis passée effectivement un peu rapidement, pardon. Donc, l'idée, c'est de favoriser donc, la mise en place de la facturation électronique. Donc, on est sur une mise à disposition, enfin, une mise en place qui va aller au 1er janvier 2023. Aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est l'harmonisation quand même au niveau européen sur cette mise en place technique de la facturation électronique, quel procédé, quelle modalité. L'idée, c'est effectivement de sécuriser les échanges. Donc, on est en attente de toute façon de précision, de confirmation de la part de l'administration fiscale. On a un peu de temps. L'idée, c'était de le rappeler, puisque voilà, le gouvernement aura effectivement 9 mois par ordonnance pour mettre en place un peu les mesures. Et il y a toute une réflexion qui va devoir être mise en place aussi au niveau des entreprises sur la mise en place de ce système informatique avec la mise à jour potentiellement des logiciels. Donc, il y a un gros travail qui va avoir lieu. On a signalé également, donc au niveau de la TVA, à signaler pour le e-commerce. Donc, il pourrait y avoir effectivement dans les intervenants des intervenants qui sont concernés aujourd'hui, enfin des participants, pardon, au niveau du e-commerce. Donc,
c'est reporté, le régime devait rentrer en vigueur et la mise en place au 1er janvier. Là, compte tenu des difficultés, beaucoup d'États européens n'étaient pas prêts. Donc, en fait, il y a eu un décalage du dispositif au 1er juillet 2021. Donc ça, c'est pour les ventes à distance. On est sur des régimes de vente B2C, donc c'est le professionnel vers le particulier au niveau européen. Donc l'idée, après, c'est le principe, effectivement, c'est la taxation de la vente à distance dans l'état d'arrivée. Lorsque le montant suivant un certain seuil ne dépasse pas, c'est 10 000 € aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir. Et sinon, on passe à la TVA de l'état du vendeur. Donc j'ai repris les rappels du dispositif qui était jusqu'à maintenant sur la slide suivante. Je vais passer plutôt à la slide 26, qui est ce qui va se passer en fait à partir du 1er juillet 2021 normalement. Donc en fait, les ventes à distance entre professionnels et particuliers seront taxables dans le pays d'arrivée lorsque le vendeur a réalisé des ventes à distance vers ce pays pour un montant qui dépasse donc un seuil de 10 000 €. C'est un seuil unique commun avec les prestations électroniques. Il y aura une mention spécifique à faire sur la facturation que je vous ai notée. On a une extension du principe du guichet unique au niveau des ventes européennes. Donc ça, c'est pareil, il y a une authentification qui doit être faite sur une plateforme. Enfin, donc je ne m'étendrai pas sur le dispositif en question. Sachant que le champ du guichet unique à compter du 1er juillet 2021, pareil, donc s'applique du coup aux ventes à distance intracommunautaires de biens au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires unique de 10 000 €. Aux ventes à distance de biens importés et à l'ensemble des prestations de services transfrontalières pour laquelle la TVA est due dans un autre État que celui du prestataire. Donc ça, c'était un point de rappel. Donc, les ventes à distance au niveau des biens importés de pays tiers d'une valeur inférieure à 150 €, pardon, seront exonérées de la TVA à l'import, seront redevables de la TVA sur la vente à distance dans l'état d'arrivée du transport vers le particulier. Et donc, il y aura la possibilité de s'identifier sur le fameux guichet unique. Sinon, maintien de la TVA à l'importation dans les autres cas. En dessous, donc les ventes de distance intracommunautaire, prestations transfrontalières. Les entreprises françaises qui réalisent donc des ventes à distance intracommunautaire ou ce type de prestations au profit de non-assujettis sont redevables de la TVA en France si ces opérations ne dépassent pas un seuil annuel de chiffre d'affaires de 10 000 € dans l'État membre d'arrivée du transport pour les ventes à distance ou dans un État membre de résidence du preneur non assujetti si le chiffre d'affaires dépasse les 10 000 €. Les entreprises pourront toujours opter pour l'imposition dans l'état de résidence de leurs clients. Sinon, les entreprises pourront s'identifier aussi au guichet unique. Donc, il y a toute une réflexion qui doit être menée effectivement par rapport aux entreprises aujourd'hui qui pourraient avoir effectivement ce type d'opération. Ce qui est important, c'est notamment la plateforme en ligne. Les plateformes en ligne aujourd'hui, vous avez peut-être aujourd'hui à faire votre commerce au niveau international, notamment en passant par les sites de plateformes Amazon et autres. Donc, en fait, ce qui va être prévu, c'est effectivement qu'elles vont être redevables de la TVA pour les ventes dont la valeur ne dépasse pas 150 000 € pour un non-assujetti. Donc, il va y avoir effectivement une mise à plat qui va être faite au niveau de ces plateformes. Notamment, ça va permettre du coup de créer un lien et un meilleur contrôle au niveau de ces plateformes et intermédiaires qui vont être un rôle de régulateur pour vérifier que les obligations fiscales sont respectées au niveau du commerce en ligne. Donc, on a fait un rappel sur la slide suivante des taux de TVA nuls, notamment qui ont été prévus liés au Covid. Juste, alors je ne l'avais pas noté sur la slide, c'est pas bien, mais la loi de finances a aussi entériné dans le Code général des impôts la particularité de la TVA au niveau des opérations complexes, quand je peux justifier que je peux avoir deux taux de TVA différents en fonction de la prestation qui peut être réalisée. Et on ne s'étendra pas là aujourd'hui sur effectivement le dispositif d'option de groupe de TVA, puisque l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2023. Donc, effectivement, on ne s'est pas étendu là-dessus. Donc, au niveau de l'enveloppe importante de l'aide qui va être consentie 2021, il a été évoqué en début de conférence. Donc, en fait, c'est notamment sur la CVAE. Donc, on va pouvoir passer aux impôts locaux. Pardon. Donc, à retenir, pour faire très simple, normalement. Donc, en fait, c'est au niveau de la CVAE, de la CFE, on a en fait des baisses des taux de moitié, ce qui va permettre effectivement sur 2021 de baisser sensiblement effectivement la charge des impositions locaux. Donc, aujourd'hui, le plan de relance, c'est beaucoup axé sur cette partie-là, de l'imposition locale, la réduction des taux.
Alors, l'effet de rebond, c'est qu'effectivement, du coup, on va mécaniquement, si on a moins de charges de CVAE ou de CFE, effectivement avoir un rebond de l'impôt sur les sociétés. Mais effectivement, le plan de relance aujourd'hui, c'est principalement axé là-dessus. Donc, par rapport à ça, je vous ai rappelé du coup sur la slide suivante, donc au niveau de la CET, on a un baissement du taux de plafonnement à 2% pour les impositions à compter de 2021. Donc pour la création des établissements, pareil, l'administration, donc dans la loi de finances, on a prévu des exonérations qui peuvent être portées à 3 ans. Pour les créations, les extensions à partir du 1er janvier 2021. Pour la CFE, donc on a aussi un abaissement des taux, puisqu'on a retenu, enfin, les taux initiaux étaient 8% pour la valeur des sols et terrains, 12% pour les constructions, et donc du coup la loi de finances 2021 passe à 4% pour la valeur brute pour les sols et terrains, 6% pour les constructions et les installations. Donc aujourd'hui, la réflexion qu'il y a à avoir sur la taxe foncière, notamment si vous êtes en cours de contrôle ou s'il y a une réflexion sur les valeurs locatives actuelles, c'est de poursuivre l'analyse de valeurs locatives pour voir effectivement l'impact que peut avoir aujourd'hui la baisse de ces taux. À noter, juste ça, je ne l'avais pas mis dans le slide, mais au niveau de l'actualité jurisprudentielle, il y a un arrêt qui est passé donc, le 11 décembre 2020, qui est revenu un petit peu sur les principes de la notion d'outillage, installation, moyens, matériel d'exploitation pour les établissements industriels. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais effectivement, il y avait une discussion pour savoir si ces outils pouvaient être extraits pour le calcul de la CFE ou pas, et donc en fait de la taxe foncière, pardon. Et donc aujourd'hui, le Conseil d'État a retenu de nouveaux critères pour savoir si effectivement je les inclus ou pas, sans tenir compte de la notion de lien matériel entre l'immeuble et justement ces outillages. Donc ça, c'était un petit point de précision que je voulais apporter en termes d'actualité jurisprudentielle sur cette notion de taxe foncière. Donc, au niveau des autres dispositions, rapidement, donc dans la lignée de ce qui a déjà eu lieu les derniers exercices, donc au niveau des droits d'enregistrement des sociétés, des actes de société, donc on a un allègement des procédures avec une suppression de caractère obligatoire d'enregistrement pour certaines opérations qu'on vous a listées. Au niveau de la taxe sur les véhicules de société, on a une augmentation du barème de la première composante au 1er janvier 2021. Extension de l'exonération bénéficiant aux véhicules électriques, puisque effectivement aujourd'hui on prône sur ces dispositifs. Et au niveau des zones, les ZRR, ZFU et hauts dispositifs zonés donc, sont prolongés pendant 2 ans par la loi de finances. Donc ça, c'était effectivement au niveau des dispositions diverses. Donc c'était la partie fiscale un peu condensée. L'idée c'était de faire condenser. Donc on va passer à la partie sociale. Donc, s'agissant des mesures sociales prévues dans la loi de finances pour 2021, donc la première actualité concerne l'activité partielle, donc dispositif qui a largement été médiatisé et largement utilisé. On a eu beaucoup de chance également en France, dispositif. La nouveauté étant une réduction du délai. Je m'explique. Le délai pour demander l'allocation et donc l'indemnisation par l'État est désormais réduit. Par principe, donc vous le savez parfaitement, lorsqu'on recourt au dispositif d'activité partielle, ça se passe en 2 temps. L'employeur place ses salariés en activité partielle, fait les formalités, le cas échéant avec son CSE et ses salariés, et dispose d'un délai de 30 jours pour solliciter l'administration et bénéficier d'une autorisation de recourir à ce dispositif. La nouveauté concerne le délai pour solliciter l'indemnisation, donc le remboursement effectué par l'État, l'ASP, vers l'employeur. Auparavant, l'employeur avait 12 mois pour solliciter cette indemnisation. Désormais, c'est réduit à 6 mois au lieu d'1 an, et c'est 6 mois suivant le terme de la période couverte par l'autorisation du recours au dispositif d'activité partielle. Donc, désormais, si vous sollicitez l'autorisation de recourir à une activité partielle à compter du 1er février jusqu'au 30 avril, comme je vous ai mis sur l'exemple, vous pourrez alors demander votre indemnisation jusqu'au 30 octobre. Ça concerne tant l'activité partielle classique que l'activité partielle longue durée. Une petite précision, et vous l'avez, c'est le 3e point, c'est que les entreprises qui décomptent leur temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et donc là on avait mis 6 mois, vont pouvoir solliciter l'indemnisation au terme de la période de décompte du temps de travail. Donc,
Si vous décomptez votre temps de travail sur une période de 6 mois, au terme de cette période-là, vous avez 6 mois pour solliciter l'indemnisation. Sur la diapo suivante, on a bien précisé le fait que ce dispositif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021, donc vraiment pour l'ensemble des demandes sollicitées à compter du 1er janvier 2021. Ce qui veut donc dire que si vous avez sollicité de l'activité partielle sur la seconde période de confinement, donc en octobre, d'octobre à fin février, vous ne rentrez pas sur ces nouveaux délais-là. Vous restez sur les délais antérieurs. Voilà. Donc ça, c'était le petit point activité partielle, donc réduction des délais d'indemnisation. Par la suite, autre nouveauté, sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc sur les frais de transport domicile lieu de travail, il y a une meilleure prise en charge. Le principe est facultatif. La seule obligation en la matière qui existe, c'est que l'employeur se doit de rembourser les frais de transport public à hauteur de 50%. Donc si vous avez un salarié qui a un abonnement au bus dans la région, vous avez l'obligation, et qui prend effectivement ces transports publics pour venir travailler, vous avez l'obligation de prendre en charge 50% de ce titre de transport mensuel. Vous avez une autre possibilité, et cette possibilité est facultative. L'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation des véhicules électriques hybrides pour les salariés qui utilisent donc ces véhicules-là entre leur résidence habituelle, le lieu de travail, dès lors que, en fait, il n'y a pas de transport public ou que leurs horaires ou les conditions de travail font qu'ils ne peuvent utiliser le mode collectif de transport, donc les transports publics. Vous avez un salarié qui travaille de nuit ou un salarié posté, ces horaires font qu'il ne peut pas prendre le bus, vous pouvez prendre en charge tout ou partie de ces frais de transport, frais de carburant ou véhicules électriques. La nouveauté donc est sur la diapo suivante. C'est via le dispositif de forfait mobilité durable. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on a vu apparaître en 2019, la notion de forfait mobilité durable. La nouveauté étant que le champ d'application du forfait va être étendu, puisque désormais ce forfait mobilité durable peut concerner l'ensemble des déplacements effectués via un cycle personnel, donc en gros les vélos classiques ou les vélos électriques. Ça concerne aussi les systèmes de covoiturage, donc peu importe que votre salarié soit conducteur ou passager en covoiturage. Ça peut concerner également tout ce qui est, vous savez, les dispositifs partagés, donc les autopartages, les scooters qu'on loue également, les trottinettes, ou également les frais de transport public. Donc, en étendant, on va le voir sur la diapo suivante, le champ d'application du forfait mobilité durable. Désormais, on étend la possibilité pour un employeur de prendre en charge les frais de transport domicile et lieu de travail. La deuxième nouveauté, c'est au-delà de l'extension du champ d'application, c'est que le montant de la prise en charge dans ce cadre-là est augmenté, c'est-à-dire qu'il passe à 500 €. Cette prise en charge est fiscalement et socialement exonérée, désormais à hauteur de 500 €, c'était jusqu'à présent 400 €. Et si vous dépassiez, la fraction excédentaire était soumise à charges sociales et à impôts. Ce qu'il demeure, c'est que dans cette enveloppe de 500 ou 400 €, vous ne pouvez pas prendre en charge plus de 200 € de frais de carburant. Donc la limite de 200 € pour les frais de carburant demeure inchangée. Pour l'entrée en vigueur de cette disposition, donc c'est dès 2020, donc l'employeur peut, dans le cadre du forfait mobilité durable, prendre en charge jusqu'à 500 € pour les frais de transport de son personnel. Autre point sur la diapo suivante, c'est que désormais, à compter du 1er janvier 2022, les trottinettes électriques personnelles pourront être éligibles au forfait mobilité durable. Donc, certains services qui n'étaient pas concernés et désormais les services les trottinettes, l'achat et le recours aux trottinettes électriques personnelles pourront rentrer et être pris en compte dans le cadre du forfait mobilité durable. Alors, autre point qui concerne l'actionnariat salarié. L'actionnariat salarié, donc cette mesure d'exonération de forfait social sur les abondements réalisés par l'employeur pour l'achat d'actions de l'entreprise. Donc, c'est une mesure phare du gouvernement qui pense que donc, sur les 2 ans où cette mesure sera mise en œuvre, ça va générer à peu près 40 millions d'euros d'économies.
pour les employeurs. Et donc, pour eux, une perte de l'ordre de 40 millions d'euros. Cette mesure concerne en fait les abondements de l'employeur. Donc, lorsque le salarié place sur le plan d'épargne d'entreprise et utilise ce plan d'épargne d'entreprise pour l'achat d'actions, l'employeur a la possibilité d'abonder, donc de compléter les versements qui sont réalisés par un salarié. Et dans ce cadre-là, les abondements de l'employeur bénéficiaient jusqu'à présent du taux réduit de forfait social à hauteur de 10%. On encourage le développement de l'actionnariat salarié et donc la loi de finances prévoit que l'ensemble des abondements réalisés par l'employeur pour l'achat d'actions gratuites, enfin d'actions de l'entreprise, bénéficient d'une exonération de forfait social. L'intérêt aussi du dispositif, c'est que ce dispositif via le PE concerne aussi les chefs d'entreprise. Lorsqu'on est dans une entreprise de moins de 250 salariés, généralement, c'est mis en place pour permettre une épargne salariale, enfin une épargne pour les chefs d'entreprise. Et donc, cette exonération de forfait social a vocation aussi à s'appliquer pour les abondements réalisés pour les autres bénéficiaires et donc pour les chefs d'entreprise. Donc, c'est une disposition importante et une disposition phare en la matière. Autre point également sur la diapo suivante, c'est que généralement, on fait un focus sur les petites entreprises. Là, sont désormais concernées les ETI. Donc, pour rappel, les ETI sont les entreprises qui ont un effectif de plus de 250 salariés et jusqu'à 5000 salariés, qui ont un chiffre d'affaires qu'on vous a noté sur la diapo. Pour elles aussi, des mesures sont prévues. Et la mesure d'exonération de contribution sociale pour l'attribution gratuite d'actions a vocation également à s'appliquer pour ces entreprises-là qui ne sont pas oubliées par les dispositions sociales de la loi de finances. Autre point, et là c'est un point sur lequel j'attire votre attention, c'est que le plan de relance permet aux entreprises de bénéficier d'aides en cette période compliquée. Néanmoins, la loi de finances est venue préciser que l'ensemble des dispositifs d'aide prévus dans le cadre du plan de relance vont être subordonnés, conditionnés à de nouvelles obligations en matière sociale. C'est-à-dire que le plan de relance prévoit que les aides qui sont allouées aux entreprises vont être conditionnées par un critère écologique dont on a parlé, mais désormais aussi une obligation d'information, consultation des représentants du personnel, mais également des critères de parité hommes-femmes. Et donc le gouvernement va quelque part plus loin par rapport aux mesures qui sont entrées en vigueur dès l'année 2019. Et je m'explique, on va le voir sur la diapo suivante. Les entreprises actuellement, les entreprises de plus de 50 salariés ont l'obligation de publier ce qu'on appelle l'index égalité homme-femme. Je pense que tout le monde, toutes les entreprises de plus de 50 salariés ont été amenées à se questionner et à réaliser cet index l'année passée, donc qui devait être publié avant le 1er mars. Publié sur le site internet de l'entreprise avant le 1er mars. Il y avait un dispositif mis en place par le gouvernement. Sur le site du ministère du Travail, des aides étaient mises en place, un tableau et comment calculer l'index était expliqué sur le site du ministère du Travail. Désormais, on va un peu plus loin. On va un peu plus loin, c'est qu'avec les dispositions du plan de relance, l'employeur va être obligé de publier également sur le site du ministère du Travail son résultat. Juste une précision également sur ce point-là, c'est qu'à l'heure actuelle, donc obligation de publier pour les entreprises d'au moins 50 salariés. L'autre obligation était que si on avait un mauvais score, donc si mon index était inférieur à 75, je devais me mettre en conformité dans les 3 ans, soit par l'intermédiaire d'un accord d'entreprise, soit informer mes représentants du personnel de mon score et de quelles allaient être les mesures pour que je remonte et que je passe la barre des 75. Si je ne respectais pas cette obligation de publication et d'information ou de conclusion d'un accord, la pénalité qui était prévue par les textes était assez lourde puisque c'est jusqu'à 1% de ma masse salariale. En allant un peu plus loin, sur la diapo suivante, on va voir que le gouvernement va plus loin. Hop, vous êtes allé trop vite. Merci. Donc, le gouvernement va un peu plus loin. C'est que désormais, comme je vous l'ai dit, pour les employeurs de plus de 50 salariés qui bénéficient de crédits ouverts au titre de plan de relance, ceux-ci devront publier, outre sur leur site internet, sur le site du ministère du Travail, avant le 31 décembre 2022, quel est le score. Il faudra l'actualiser, comme c'est toujours le cas à l'heure actuelle, et il y aura des mesures de correction, des objectifs de progression à se fixer. La sanction demeure identique à ce que vous connaissez à l'heure actuelle, c'est
1% de la masse salariale si on ne respecte pas ces dispositions-là. Juste une précision, c'est que le seuil de 50 salariés commence assez précis. C'est un seuil qui doit être atteint pendant 5 années consécutives. Donc, si je suis une entreprise qui, passe la barre des 50 cette première année, je ne vais pas être concernée par ce dispositif-là. Je vais avoir un temps pour me mettre en conformité. Pendant 5 ans, il faudra que je dépasse le seuil de 50 salariés pour me voir appliquer ces dispositions-là. Autre point dans le cadre du plan de relance, toujours sur la diapo suivante, merci, c'est que les entreprises qui bénéficient des aides et des crédits ouverts au titre du plan de relance ont une obligation d'information et de consultation du CSE renforcée. C'est-à-dire qu'elles vont devoir informer et consulter les salariés sur le montant et sur la nature des aides allouées. Ça va être dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques. Donc, je vous le rappelle, lorsqu'on a une entreprise de plus de 50 salariés, il y a 3 grandes consultations obligatoires chaque année. Donc, la consultation au titre de la politique sociale sur les orientations stratégiques et la situation économique de l'entreprise. Donc, au titre de la consultation relative aux orientations stratégiques de l'entreprise, vous allez devoir évoquer donc, quel est le montant des crédits ouverts au titre du plan de relance, comment ont été utilisées ces aides. Donc, l'information va devoir être précise. Donc, l'information délivrée au comité devra être précise. Il faudra informer et solliciter un avis de la part du comité et leur donner vraiment des informations dans le détail. À défaut, même s'il n'y a pas de sanction financière, le délit d'entrave pourra être caractérisé. Un dernier point sur cet item-là, c'est que certaines entreprises sont venues modifier la périodicité des 3 grandes consultations annuelles. C'est-à-dire que plutôt que se voir chaque année sur les 3 thèmes, elles ont décidé en année 1 de faire la consultation de la politique sociale, en année 2, les orientations stratégiques et en année 3, la situation économique. Avec les mesures de la loi Finances, ces dispositions relatives à l'utilisation des aides dans le cadre du plan de relance devront être faites chaque année. Donc, attention sur ce point-là. Voilà les mesures sociales de la loi de finances. On vous remercie en tout cas pour cette écoute. Et bien évidemment, on reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Alors, on n'a pas eu beaucoup de questions dans le fil d'actualité. N'hésitez pas à en poser. Je voulais juste revenir avec vous, Claire, sur la prise en charge des frais de carburant, donc sur le trajet domicile-lieu de travail. Oui. On parle bien que des frais de carburant. Comment est-ce que ceux-ci devront être justifiés? Alors, c'est un forfait donc, qui est présumé utilisé conformément à son objet. Donc, le salarié n'est pas tenu de fournir dans le détail des tickets, des frais d'essence. Néanmoins, en cas de contrôle, l'employeur va être obligé de prouver que cette somme-là correspond bien à une prise en charge des frais de carburant du salarié. Donc, bien évidemment, ça ne peut pas fonctionner si vous prenez en charge au moins 50 des frais de transport, donc évitez le double cumul. Et à cette occasion-là, il pourrait être intéressant de demander aux salariés déjà de fournir une attestation comme quoi il utilise son véhicule personnel pour se déplacer et se rendre à son travail. Justifié également par les horaires, peut-être atypiques, un salarié qui commence très tôt ou qui finit très tard. Et autre point, leur demander, c'est souvent le cas lorsqu'il y a des remboursements d'indemnités kilométriques, donc on a la carte grise du salarié qui mettra en évidence le fait qu'il utilise bien son véhicule pour se déplacer, pour se rendre au bureau tous les jours. Pardon. Est-ce qu'il est prévu, je pense que c'est prévu, d'envoyer le slide qui a été projeté aux participants. On me demande si vous avez un lien du guichet unique pour le e-commerce. Oui, alors sur le sujet, alors je le rajouterai, donc oui, on communiquera les slides et je le rajouterai dans ce cas-là dans les slides, puisque il y a effectivement une plateforme au niveau européen et sachant que il y a des mandataires qui sont spécialisés effectivement pour accompagner les entreprises dans le cadre de la conformité aux obligations déclaratives quand elles font du e-commerce justement au niveau des consommateurs. Donc je rajouterai le lien dans les slides, effectivement sur le sujet, il n'y a pas de souci.
Alors, une question qui dépasse un peu, je pense, votre cas d'intervention, qui est qu'est-ce qu'on fait quand on est bailleur et que notre locataire ne paie pas son loyer en dehors du crédit d'impôt pour le mois de novembre? Alors, ouais, la difficulté, et ça vous l'avez tous entendu, c'est qu'effectivement, le législateur ne pouvait pas imposer au bailleur effectivement de prendre des dispositions d'exonération ou d'abandon. Donc, il ne peut pas y avoir d'obligation de la part du bailleur de consentir à son locataire effectivement un abandon. Donc, toute la question aujourd'hui, c'est de savoir, donc, nous, on a favorisé dans le cas des dossiers qu'on accompagne, qu'on soit côté bailleur ou côté preneur, d'éviter les contentieux, parce que la réflexion est plutôt de se dire de travailler en commun, parce que l'intérêt du bailleur, c'est aussi d'avoir un locataire qui arrive à payer ses loyers à un moment et qui ne soit pas en défaillance à terme. Puisque la crainte aujourd'hui qu'on a, c'est que les sociétés ayant bénéficié du PGE, à un moment, le PGE potentiellement va devoir être remboursé. La question qui va se poser, c'est est-ce que les banques vont jouer le jeu de renouveler effectivement l'année, les 12 mois qui doivent le permettre, ou est-ce que, au même titre que au premier confinement, certains banquiers exigeaient des prévisionnels pour consentir le PGE. Donc, on va avoir toute une réflexion là-dessus. Donc, c'est vrai que nous, on a privilégié le dialogue entre le bailleur et le locataire. Aujourd'hui, le locataire qui ne paye pas, vous ne pouvez pas, tant qu'on est dans la période d'urgence, par contre, invoquer les clauses de résiliation du bail. Donc, c'est la difficulté aujourd'hui, clairement. Donc, vous ne pouvez pas invoquer la clause résolutoire, puisqu'il y a cette protection du fait de l'urgence sanitaire qui est maintenue. Donc, la difficulté, c'est de trouver un accord, un échéancier, et après, en fonction de voir. Donc, ça va dépendre aussi du secteur d'activité. Est-ce qu'il est totalement fermé? Est-ce qu'il n'est pas totalement fermé? Est-ce qu'il peut revendiquer? Est-ce qu'il bénéficie du fonds de solidarité? Puisque s'il bénéficie du fonds de solidarité, donc les recours à son encontre sont arrêtés. Donc, vous pouvez, ce que je disais, vous ne pouvez pas invoquer la clause résolutoire. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une réflexion, c'est un peu au cas par cas, en fonction du locataire en place. Est-ce qu'il est interdiction de fermeture administrative? Est-ce qu'il a juste une baisse de son chiffre d'affaires? Est-ce qu'il bénéficie du fonds de solidarité? En fonction des cas, voilà. Mais si effectivement, il ne fait pas partie des mesures de fermeture administrative et autres, qu'il ne peut pas bénéficier de cette protection-là au niveau des clauses résolutoires, effectivement, à terme, il y aura la procédure qui pourra être enclenchée s'il n'y a pas un accord qui a été validé entre les parties. Il faut qu'il y ait un accord. Un locataire ne peut pas spontanément dire « je ne paye plus mon loyer ». On ne peut pas le mettre dehors pour l'instant, entre guillemets, mais à un moment, il faudra trouver un accord, clairement. Très bien, merci. Plusieurs questions récurrentes concernant donc toujours ce crédit d'impôt sur l'abandon des loyers. C'est vrai que beaucoup de bailleurs avaient déjà consenti un abandon de loyer lors du premier confinement, à partir du mois de mars, avril. Est-ce que finalement, ce crédit d'impôt ne concerne que les loyers du mois de novembre ou est-ce que c'est étendu à d'autres périodes? Que le crédit c'est que les loyers échus novembre. Ça vise vraiment, le crédit d'impôt, il a vraiment été mis en place pour compenser le confinement, le confinement qu'on a eu justement sur cette période-là. Considérant que voilà, ça avait alourdi les charges et du coup, c'est vraiment dédié au mois de novembre. Et s'il y a d'autres abandons, dans ce cas-là, c'est le dispositif qui était déjà en place pour le premier confinement qui va s'appliquer. Mais le crédit d'impôt est vraiment propre au mois de novembre. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez revenir justement sur le dispositif qui a été mis en place au mois de mars? Parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il était sur la slide, mais… Je suis passée vite à cause du temps, voilà. Je retrouve juste la slide. On est au niveau des abandons de loyer. Voilà. Donc, c'était la slide 12, si éventuellement vous voulez remonter dessus. Donc, effectivement, au niveau des bailleurs, la prorogation des mesures dérogatoires. Donc, un bailleur relevant des BIC, donc c'est impôt sur les sociétés. Les abandons de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise qui n'a pas de lien donc, avec le bailleur. Consenti entre le 15 avril et le 30 juin 2021, donc, puisque c'est la durée de l'état d'urgence qui a été prolongée, intégralement déductible pour l'exercice clos à compter du 15 avril. Donc, c'était la période du premier confinement. Donc, depuis, du coup, ils sont intégralement déductibles, ces abandons de créances. Et si on est bailleur relevant du revenu foncier, ces abandons, effectivement, ne sont pas imposables. Voilà. Donc, ça, le dispositif a été effectivement prolongé. Donc, il y a cette version-là. Et après, il y a la particularité, effectivement, du coup, sur novembre du crédit d'impôt, clairement. Alors, on nous pose également la question de savoir si les loyers qui concernent les restaurants qui sont donc fermés par décision administrative restent dus.
Alors, c'est tout débat, pardon, j'en perds ma voix, c'est tout le débat, effectivement, qu'il y a eu pendant le confinement et encore aujourd'hui. On sait aujourd'hui que les notions de force majeure, d'imprévision, au niveau de la jurisprudence, on a des décisions variables en fonction des juridictions, donc ce n'est pas tranché. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas considérer en tant que locataire, là pour le coup, que la mesure de fermeture administrative vous permet du coup d'invoquer la sortie. Alors, il faut d'ailleurs regarder vos baux, puisque certains, mécaniquement, en fonction de la date à laquelle ils ont été signés, s'ils ont été signés depuis la réforme droit des contrats 2016, du coup, excluent l'imprévision. C'est-à-dire que le Covid, de toute façon, aurait été exclu. Donc, c'est vrai qu'après, il y a une relecture aussi des baux qui peut être faite par rapport à ces fermetures. A contrario, l'avantage, c'est qu'un bailleur ne pourra pas invoquer le fait que vous êtes fermé administrativement pour dire attention, vous n'exploitez pas conformément à votre bail. Donc, il y a effectivement tout un débat sur effectivement, mais le principe, non, les loyers sur le principe restent dus sauf accord. Alors, une question un peu à part pour vous aussi, Nathalie, c'est est-ce que finalement on peut trouver quelque part un site, une application pour comprendre le calcul de la valeur locative dans le cadre de la CFE? Alors, un site, il y a des sociétés qui sont spécialisées sur effectivement les mécaniques, parce que c'est effectivement très complexe. Donc, il y a des sociétés qui se sont spécialisées justement pour accompagner les entreprises à déterminer concrètement si si ma valeur locative est conforme ou pas. Alors après, est-ce qu'il y a un site dédié pour le permettre? Ça, je ne pourrais pas répondre. Il faudrait que je regarderai, mais je ne suis pas sûre. Après, c'est vrai que c'est très complexe, c'est des mécaniques qui sont quand même très compliquées à appréhender et qui font l'objet d'études très spécifiques. Alors pour l'avoir fait une fois au cabinet, c'est vrai que c'est très long pour vérifier effectivement est-ce que je suis dans la bonne valeur locative ou pas sur ces impositions-là. Mais je regarderai effectivement s'il y a un site. Claire, une question pour vous. Donc, concernant l'index égalité femmes-hommes, est-ce que la publication de cet index et le calcul de cet index sont également obligatoires pour les associations qui comptent plus de 50 salariés? Oui. Ces dernières sont aussi concernées par l'obligation puisque c'est tout employeur de plus de 50 salariés. Donc, peu importe qu'on soit une entreprise commerciale ou une association. Très bien, merci. Alors, c'était la dernière question qui était posée. Très bien. S'il n'y en a pas d'autres, eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette intervention. Et puis, rendez-vous pour le prochain webinaire de l'Union patronale qui portera sur un autre sujet qui est aussi d'actualité, notamment aujourd'hui avec le Covid, mais qui est revenu sur le devant de la scène, qui est le règlement général de protection des données personnelles. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Nathalie, merci Claire, et à très bientôt pour un prochain webinaire de l'Union patronale du Var. Merci à tous. Merci.